des boissons. Je ne pensais pas avoir autant de trucs à manger. Et merci beaucoup à Igor qui m'a aidé à trouver un local. Car à Paris, quand on n'est pas parisien, c'est très très difficile de trouver un local. Vous avez contacté plein d'associations. À Paris, c'est pas évident. Là, hier, j'ai eu la chance à la mission bretonne, exceptionnellement, je n'avais rien de prévu que ça me dise. Comme plein de personnes étaient intéressées, voilà, j'ai pu faire une deuxième fois. Merci beaucoup, Igor, pour ton invitation. Donc, je vais vous parler de mon tour du monde, 50 mois autour du monde, pour essayer de savoir comment on peut construire un meilleur pays, et je vais vous donner également des conseils pour voyager autant de temps. Donc, je m'appelle Adrien, donc, je suis originaire d'un petit village en Saône-et-Loire, et comme je voulais essayer d'améliorer à la fois ma vie personnelle et à la fois le monde, j'ai fait des études d'ingénieur dans les plus grandes universités de Bourgogne, au Creusot et au Auxerre, car j'avais peur d'aller à Paris, Lyon, je préférais rester en campagne. Et au cours de mes études, que j'ai fait de façon normale avec des bourses étudiantes et par apprentissage, j'ai eu la chance de voir mon pouvoir d'achat augmenter. Au départ, j'avais juste 400 € par mois pour vivre. Et après, par l'apprentissage, je suis monté à 700, 900, 1200, 1500. Et je suis passé du scooter, la vieille voiture étudiante et une voiture neuve. Mais avant, je n'avais pas d'ordinateur portable et après j'en ai eu un, mon téléphone a évolué. Et malgré tout ça, à un certain niveau d'enrichissement technologique ou financier, je n'étais pas plus heureux. Et si je me projetais dans le futur, je voyais ma responsable qui avait 26 ans, qui avait fait la même école d'ingénieur que moi, qui avait été embauchée, et qui était déprimée tous les matins en arrivant au boulot. Et à la machine à café, tout le monde rêvait du week-end, des vacances ou de la retraite. Et moi, j'avais pas envie de vivre 40 ans comme ça. Et donc j'ai essayé de savoir comment je pouvais améliorer mon confort personnel et également l'ensemble du monde à mon échelle. Et comme j'aimais bien voyager, j'ai décidé d'étudier des solutions, mais pas dans les livres, pas en faisant une fac de psychologie ou étudier les philosophes, mais en voyageant et en étudiant comment est la vie dans les pays occidentaux, en Asie, en rencontrant des peuples qu'on appelle primitifs, ensuite les pays communistes au Venezuela, l'Afrique, qui m'a permis de déduire les facteurs du bonheur. Et ensuite, je propose quelques pistes de solutions pour améliorer sa vie et également celle du monde. Donc c'est le parcours que j'ai fait au cours de mai 2010 jusqu'à octobre 2014. Et au départ, j'étais parti pour seulement 2 ans maximum, car j'avais mis environ 8 000 € de côté. Et après, avec quelques sponsors, je suis monté à 10 000 €. Mais avec 10 000 €, pour moi, je pouvais voyager 2 ans au maximum. Et finalement, ça a duré 4 ans et demi. Et j'aurais pu voyager beaucoup plus longtemps car j'ai équilibré mon budget. Donc je suis parti avec 10 000 et je suis revenu avec 10 000, ce qui me permet maintenant de me lancer dans d'autres projets qui ne sont pas ceux du voyage, car le voyage, je la vois comme une université et je veux utiliser mes compétences d'ingénieur et mon diplôme de voyageur, de connaissance du monde et mon futur projet. Donc j'ai passé 1 an, 2 mois en Europe, ensuite 1 mois en Russie, car quand on obtient le visa russe, on est obligé d'arriver en Russie dans les 3 prochains mois. Après 1 an en Asie. À partir de la Nouvelle-Zélande, j'ai voyagé avec mon accordéon, car mes économies avaient déjà bien diminué. Ensuite 5 mois en Australie pour travailler avec un Working Holiday Visa. Et après l'Australie,
1 an et demi en Amérique du Sud, toujours avec mon accordéon. Du Brésil, j'ai pris un avion jusqu'au Cap-Vert. Ensuite 6 mois au Sénégal, donc 3 mois comme instituteur dans une école au Sénégal. Mauritanie, Maroc, Espagne, Portugal et France. Tu as voyagé comment dans le transport? Je vais en parler maintenant. Et voilà, mon but c'était de voir comment est-ce qu'on vivait dans les différents pays. Et pour savoir pourquoi on était heureux ici et pourquoi pas ailleurs. Et de ne pas tricher en prenant les économies françaises pour vivre par exemple au Maroc. Car si on économise 500 € en France, avec 500 €, on vit comme un roi pendant 1 mois au Maroc. Car au Maroc, 500 €, ce serait le salaire d'un ingénieur. Voilà. Les gens vivent souvent avec 200 € par mois. Donc j'ai voyagé en autostop. Donc j'ai été 647 véhicules m'ont pris au cours du chemin. Donc de la calèche tirée par un âne au Sénégal jusqu'à la Porsche par un conducteur français. Ça m'a permis de rencontrer vraiment tout type de personnes. Le seul défaut, c'est que c'est essentiellement des hommes, sauf en France où j'ai rencontré beaucoup de femmes qui m'ont pris en stop. Également en Nouvelle-Zélande, on est assez proche de la parité. Et donc pour voyager en autostop, on peut écrire le nom de la ville sur un carton, ou alors on peut le faire simplement comme ça. Mais la meilleure technique, c'est de pouvoir discuter avec le conducteur. Et les stations d'essence ou les parkings de gare ou d'avion, d'aéroport, sont des endroits parfaits pour pouvoir rencontrer des conducteurs. Et quand on parle pas la langue du pays, c'est dommage. Bon, j'avais un papier magique, ça ne fiche pas. C'était un papier que j'ai fait quand j'étais en Chine. J'ai rencontré un Chinois qui parlait anglais. Il m'a écrit sur un papier Adrien voyage autour du monde et il voyage en autostop. Donc si tu as de la place dans la voiture, est-ce que tu peux l'aider à aller dans un autre endroit? Et ensuite j'allais dans... Et Adrien est une bonne personne, je l'ai reçu à la maison, enfin, plein de bonnes choses. Et ensuite, je montrais ce papier au conducteur chinois dans la station d'essence. Et le chinois lisait mon papier et ensuite il pouvait m'aider. Alors qu'en parlant en français ou anglais, il n'allait pas pouvoir m'aider. Et j'ai fait le même papier ensuite au Cambodge ou au Maroc. Au Maroc, beaucoup de personnes parlent français. Mais si on écrit en langue arabe et que l'on marque qu'on souhaite dormir chez les gens, mais pas seulement l'autostop, et qu'on souhaite chercher des petits boulots, voilà, tout le monde a envie de nous aider. C'est beaucoup plus facile. Et pour l'autostop, il y a un site internet qui s'appelle Hitchwiki. Donc Hitchhiking, ça veut dire autostop en anglais. Donc c'est le Wikipédia des autostoppeurs. Et plein d'autostoppeurs vont mettre des conseils pour faire du stop. Et en conseil, je pourrais marquer, dans les pays musulmans, c'est bien de marquer Inch'Allah en arabe. Car comme les gens sont très croyants, le fait de parler d'Allah, ils vont dire oui, c'est quelqu'un de bien. Et en Amérique du Sud, ils aiment beaucoup les musiciens. Si on marque musicien, et si on rajoute France, la France est très bien vue en Amérique du Sud. C'est les petits qu'on signe. Et un Argentin qui avait une grande barbe écrivait « Peut-être que je suis Jésus ». Et ça fonctionnait assez bien. Et donc il y a plein de conseils. Et également, il y a une page pour faire l'autostop quand on est une fille. Et voilà, plein de conseils de sécurité, voilà, comment faire du stop quand on est une fille en Europe, en Amérique du Sud, en Brésil. Des conseils également pour faire du bateau stop ou de l'avion stop.
car c'est possible. J'ai rencontré des personnes qui ont fait de l'avion stop. Et il y a la carte du monde, et les gens mettent des petits points où ils ont fait de l'autostop, et ensuite ils vont mettre une note pour le point. Ils mettent 5 si c'est très très facile, ou 1 si c'est très difficile. Et en fonction des points, ensuite on peut savoir où est-ce qu'il est bon de faire du stop, car quelqu'un a eu une expérience positive ou négative, et ensuite il marque combien de temps il a attendu. Et pour quitter Paris en autostop, je vais regarder le site internet pour savoir à quel endroit je dois prendre le métro pour quitter Paris. Mais quand j'étais à Lyon, sans prendre le métro, on pouvait faire du stop sur un des ponts qui traverse la Saône. Et en plein centre de Lyon, il y a des endroits où on peut faire du stop pour rejoindre l'autoroute et rejoindre le premier péage. Et ensuite, donc ça permet de faire plein de rencontres à l'autostop et de dormir chez l'habitant. Ça permet encore de plus discuter avec les gens et pas seulement de rencontrer l'homme, mais de rencontrer la femme, les enfants. Donc en Europe, le couchsurfing est très pratique, mais dans plein de pays, le problème de couchsurfing, c'est qu'il est un peu destiné aux gens de classe aisée ou des personnes qui ont étudié. Et si on fait du couchsurfing en Asie ou en Afrique, souvent on rencontre au moins des étudiants, mais on ne rencontre pas le Sénégalais typique ou le Vietnamien typique. Ça peut arriver, mais c'est un peu plus dur. Donc le mieux, c'est d'arriver à dormir chez les gens sans utiliser le site internet. Et dans le voyage, j'avais aucune expérience de dormir chez l'habitant avant ce voyage. Et plus on voyage, plus on trouve des techniques. Donc, je vais vous en donner quelques-unes. C'est celle d'arriver de frapper à une porte et de demander si on peut avoir de remplir la bouteille d'eau. Et ensuite, ça crée un contact. La personne nous demande d'où tu viens. Parfois, elle nous invite à la maison si on nous trouve sympa. Viens boire le café, tu discutes. Le soleil se coucher, là tu essaies de te prolonger, et après tu espères qu'il n'y a pas d'hôtel dans le village, car c'est beaucoup plus facile de dormir chez les gens quand tu es dans un village que dans une ville. Et au départ, j'ai voyagé avec une tente, car je pensais que personne n'allait m'inviter, et c'était mieux d'avoir une tente. Le problème de la tente, c'est que quand on est en ville, on n'a pas le droit de la planter, et quand on est en campagne, on peut la planter, mais en campagne, c'est tellement facile de se faire héberger par les gens que c'est bête de planter la tente. Il ne faut juste pas avoir peur de discuter avec les gens. On peut frapper aux portes ou aller à la boulangerie et de demander s'il y a un hôtel dans le village, je suis à pied. C'est-à-dire, il n'y a pas d'hôtel dans le village. Et l'église, elle est ouverte. L'église, elle n'est pas ouverte. Comment je vais faire pour dormir? Et les gens, ils sont très souvent, ils sont contents de pouvoir aider. Même en France, on peut croire que les Français ne veulent pas aider, mais si on demande, qu'on a une présentation correcte, donc la personne comprend qu'on ne va pas dormir pendant un mois à la maison, et qu'on est juste de passage, qu'on voyage dans le but d'apprendre, mais pas de fuir des problèmes. Les gens sont très contents dans la vie. Donc en Europe, j'ai été hébergé une fois sur 2. En Asie, le problème c'est la langue. Donc, souvent, j'ai payé des hôtels, mais les hôtels, souvent moins de 3 €. Et en Australie, souvent j'ai dormi sur la plage ou dans les parcs. C'est pas très dangereux. En Australie, c'est pareil, une fois sur 2 chez l'habitant. En Nouvelle-Zélande, c'est beaucoup plus facile. Et en Amérique du Sud, quand on est musicien, il y a une grande solidarité entre tous les artistes. Donc, si on joue de la musique dans la rue, il y a toujours un jongleur, un peintre qui invite à la maison. J'ai été hébergé 95% du temps. Et quand j'ai pas été hébergé, c'est parce que j'en avais marre de faire la fête tout le temps. C'est un peu le problème de rencontrer les artistes, c'est que c'est le fait d'avoir un Français à la maison qui joue de l'accordéon, c'est l'occasion d'inviter des guitaristes et de faire la fête. Donc après, en Bolivie, j'étais content de payer mon hôtel à 3 €.
Et en Afrique, j'ai été berger tous les jours. Et pas besoin de créer le premier pas, c'est les gens qui viennent t'accoster. Et souvent, les Africains me disent